Les pères fondateurs de l'Afrique sont les hommes qui ont fait passer leur pays de l'ère coloniale à l'indépendance. Ces hommes comprenaient des princes, des combattants de la liberté et des soldats, des avocats et des intellectuels. Ce groupe diversifié d'hommes partageait une vision d'une Afrique indépendante et prospère. Pour cela, ils ont surmonté des obstacles incroyables pour combattre le colonialisme et établir des gouvernements indépendants dans leur pays. Certains ont été les pionniers du mouvement panafricain et ont aidé le continent nouvellement indépendant à traverser l'ère tendue de la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale avec une politique de non-alignement. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'héritage de Kwame Nkrumah. Il fait partie de ces pères fondateurs qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien louper. Après la Seconde Guerre mondiale, le processus de décolonisation du continent s'accélère. Les puissances coloniales avaient été affaiblies dans la lutte contre le régime hitlérien. Il manquait de morale pour combattre les mouvements d'indépendance qui se développaient en Afrique et dans le reste de leurs empires. Ils avaient besoin de tout ce qu'ils pouvaient épargner pour reconstruire chez eux. Cela était particulièrement vrai pour les Anglais, qui ont élu le Parti travailliste et non le Parti conservateur de Winston Churchill lors de leurs élections de 1945. Il a démissionné et un premier ministre travailliste, Clément Attlee, a prêté serment. Le Parti travailliste n'était pas aussi investi dans le maintien de l'Empire britannique, il s'est concentré sur les programmes sociaux à la maison, et en 1947, l'Inde a été la première à obtenir son indépendance. De nombreux militants indépendantistes africains y ont vu une opportunité et ont commencé à faire pression pour l'autonomie. Le 5e congrès panafricain se tient en octobre 1945 à Manchester, en Angleterre. Le célèbre universitaire et activiste afro-américain, William Du Bois, était le président du congrès. Ici, des visionnaires africains se sont réunis pour discuter de la voie à suivre, comme la guerre était terminée. Quel était l'avenir du continent africain dans les braises de l'Empire britannique? Les dirigeants et les intellectuels africains croyaient que si la Seconde Guerre mondiale avait été menée au nom de la libération du fascisme, il était faux que des millions de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté, sous la colonisation par les Britanniques, les Français, les Belges et les Hollandais. C'est dans cet esprit que le Congrès panafricain de 1945 a été convoqué. Le 5e congrès panafricain était le plus important, car il réunissait pour la première fois des intellectuels africains et des leaders influents de nombreux mouvements indépendantistes africains. Pour la première fois depuis 1900, date à laquelle s'est tenu le premier congrès panafricain, les participants ont revendiqué la fin du colonialisme institutionnalisé et de la discrimination raciale. Plus que cela, il a fait prendre conscience aux Africains que leurs griefs étaient partagés par leurs homologues des autres colonies et que les différents mouvements indépendantistes pouvaient se soutenir mutuellement. Au Congrès se trouvaient de jeunes dirigeants africains qui reviendraient et mèneraient le combat de leur pays pour la liberté, y compris les futurs premiers présidents Jomo Kenyatta du Kenya et Kwame Nkrumah du Ghana. Kwame Nkrumah était un homme façonné par le panafricanisme et l'appel à unifier l'Afrique. Grâce à lui, le Ghana a été la première colonie africaine au sud du Sahara à obtenir son indépendance en 1952. Cela a inspiré de nombreux pays africains et leur a donné l'espoir qu'ils obtiendraient aussi leur indépendance. Kwame Nkrumah est né le 21 septembre sur la Gold Coast, qui est aujourd'hui le Ghana. La Gold Coast était à l'époque une colonie britannique célèbre pour être le plus grand producteur de cacao au monde, dont les bénéfices allaient inévitablement à la Grande-Bretagne, alors que sa population se vautrait dans la pauvreté. Kwame Nkrumah est né d'un père orfèvre et commerçant. Après avoir terminé ses études dans une école missionnaire catholique romaine, il a suivi une formation d'enseignant au primaire. Après avoir enseigné pendant quelques années, il a été initié à la politique locale de la Gold Coast. Il était ambitieux et il quitta donc la colonie pour poursuivre ses études aux États-Unis. Grâce aux contributions de ses proches, il a pu quitter la Gold Coast pour New York en 1935. Il est arrivé presque sans le sou et a été hébergé par d'autres étudiants ouest-africains à Harlem. Grâce à une bourse, il a été admis à l'université Lincoln. L'université Lincoln est la plus ancienne université noire des États-Unis, et c'est ici qu'il a été initié à la politique des relations raciales et au panafricanisme.
Contrairement à d'autres étudiants africains, qui sont allés à l'étranger pour imiter les Européens, Kwame Nkrumah a noué des relations avec ses camarades étudiants ouest-africains et afro-américains. Il a visité les églises de Harlem et de Philadelphie, où on lui a parfois demandé de prêcher. Ici, il a cultivé ses compétences oratoires, qui se révéleront déterminantes dans sa vie ultérieure. Il a obtenu ses 2 diplômes de licence en philosophie et en théologie, à l'université de Lincoln. Il a déménagé à l'université de Pennsylvanie pour poursuivre une maîtrise. Ici, il a été élu président de l'Organisation des étudiants africains des États-Unis et du Canada, et il s'est fait le champion de l'unité de tous les peuples d'ascendance africaine. En mai 1945, il quitta les États-Unis pour le Royaume-Uni, où il participa à l'organisation du 5e Congrès panafricain, dont nous parlions plus haut. En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne, et cela a inspiré des rêves d'indépendance dans d'autres colonies britanniques. Ils estimaient que si le joyau de la couronne de l'Empire britannique pouvait accéder à l'indépendance, le reste des colonies le pourrait aussi. Lorsque Nkrumah est rentré chez lui en 1947, il a trouvé un mouvement d'indépendance en plein essor, et a rejoint la United Gold Coast Convention, un parti qui cherchait à s'autogouverner par des moyens constitutionnels. Il a été élu secrétaire général du parti, et a commencé à tenir des réunions pour renforcer le soutien au parti. À cause de la colère du peuple envers le gouvernement colonial, des émeutes éclatent en février 1948, et Nkrumah et les dirigeants de l'UGCC sont arrêtés. Après sa libération, il s'est séparé de l'UGCC, plus modéré, pour former le Convention People's Party. Le CPP a fait appel au soutien de l'électeur commun par opposition à l'UGCC, qui s'était concentré sur la négociation avec le gouvernement colonial uniquement. Le CPP a également fait pression pour des élections générales. En 1950, Nkrumah a lancé une campagne pour l'autonomie gouvernementale au Ghana, par le biais d'une action positive non violente. Cette action positive impliquait des protestations non violentes, des grèves, et la non-coopération avec les autorités coloniales. Cette stratégie a inspiré Martin Luther King Jr. qui utilisera également des tactiques non violentes, dans la lutte pour les droits civils aux États-Unis. En raison des protestations et des grèves, Nkrumah a de nouveau été arrêté et condamné à 1 an de prison. Cependant, lorsque les premières élections générales de la colonie ont eu lieu le 8 février 1951, le PCC a remporté la majorité des sièges au Parlement. Nkrumah a été libéré de prison, depuis qu'il avait été élu représentant d'Accra au Parlement. En tant que chef du CPP, il est devenu chef des affaires gouvernementales, et à ce poste, il était de facto Premier ministre en charge des affaires et de la politique interne du gouvernement. Pourtant, l'indépendance totale n'a pas été facile pour le Ghana, et Nkrumah et ses homologues n'ont jamais cessé de faire pression pour cela. Il a fallu 5 ans de plus à la Gold Coast, pour devenir le Ghana indépendant en 1957. Comme le Ghana a été le premier pays africain au sud du Sahara à devenir indépendant, ces célébrations de l'indépendance ont attiré l'attention du monde. Le vice-président Nixon, Martin Luther King et un représentant de l'ONU ont assisté aux célébrations. Les Ghanéens l'ont salué comme Osagyefo, signifiant rédempteur en langue akan. En 1960, des élections présidentielles ont eu lieu parallèlement à un référendum constitutionnel sur l'opportunité de créer une présidence exécutive. Les Ghanéens ont voté pour une présidence exécutive. Et ainsi le Ghana est devenu une république, et Nkrumah est devenu président. Les premières années de l'indépendance sont difficiles. Nkrumah n'avait jamais occupé un poste gouvernemental et il a dû apprendre sur le tas. Il avait de grandes ambitions de sortir son pays de la pauvreté. À l'indépendance en 1957, le Ghana était le plus grand producteur de cacao au monde, et les prix du cacao étaient élevés, et les gens espéraient un avenir prospère. Le nouveau gouvernement optimiste s'est concentré sur les grands projets d'infrastructure. Le plus important était le projet Volta River. Le Ghana possédait d'importantes réserves de bauxite, ce qui lui permettait d'exporter de l'aluminium. Le pays n'avait pas de fonderie, et cette dernière aurait également besoin d'une centrale électrique pour l'alimenter. La centrale électrique soutiendrait à son tour un réseau national, ce qui relancerait l'industrialisation et l'indépendance économique. Le gouvernement de Nkrumah a donc entamé des négociations avec la Banque mondiale et les États-Unis pour le financement de prêts. Ce projet, et de nombreux autres projets d'infrastructure ont rapidement augmenté la dette extérieure. En 1962, il visita l'Union soviétique et fut impressionné par son rythme d'industrialisation.
Son talon d'Achille était son incapacité à se rendre compte que ce rythme n'était pas possible pour le Ghana, qui venait d'accéder à l'indépendance. Il est revenu avec un plan d'industrialisation de 7 ans. Il a augmenté les taxes sur le cacao, et les agriculteurs ont commencé à faire passer leurs produits dans les pays voisins, où les prix étaient meilleurs. Cela a fait perdre au Ghana sa place de premier producteur mondial de cacao, et a épuisé ses réserves nationales. Le pays est devenu dépendant des prêts soviétiques, et la valeur de sa monnaie a chuté. L'opposition a grandi et il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat. Il est devenu plus isolé et s'est retiré de la vie publique, et a ensuite interdit les partis politiques au Ghana. Au lieu d'écouter son opposition, il est devenu plus autoritaire dans la poursuite de ses objectifs pour le pays, croyant que sa voie était la meilleure. Il s'est concentré sur la politique régionale et le panafricanisme. Il a soutenu de nombreuses organisations nationalistes en Afrique, et a souvent tenu des conférences pour des organisations nationalistes, luttant pour l'indépendance d'autres pays africains. En 1960, un an plus tard, appelé l'année de l'Afrique parce que 17 pays africains ont obtenu leur indépendance, cette année-là, Nkrumah a négocié la formation de l'Union des États africains. Il a également joué un rôle déterminant dans la formation de l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963. L'organisation était un prédécesseur de l'Union africaine, qui existe encore aujourd'hui. Malheureusement, la politique étrangère n'a pas suffi à conserver sa présidence. Le 22 janvier 1966, il a ouvert le barrage d'Akosombo, qui selon lui, relancerait l'indépendance économique. Malheureusement, cette joie n'a pas duré quand un mois plus tard, le 24 février de la même année, alors qu'il était en Birmanie en route pour la Chine, l'armée et la police du Ghana ont pris le pouvoir. Nkrumah n'a appris l'existence du coup d'État qu'en arrivant en Chine. Plus tard, il s'exile en Guinée et meurt d'un cancer à Bucarest, en 1972. Le Ghana a traversé une période de troubles et de coups d'État, qui s'est terminée en 1991, lorsque le lieutenant Jerry Rawling a pris le pouvoir en 1981, et a ensuite été élu démocratiquement président. Il a rompu la préséance et a permis une transition pacifique du pouvoir en 2001. L'influence de Nkrumah se fait encore sentir au Ghana et sur tout le continent. Il a inspiré l'unité africaine et le nationalisme. Il a également uni le mouvement des droits civiques aux États-Unis, avec le mouvement nationaliste en Afrique. Il a noué des relations avec d'éminents militants des droits civiques, Dubois et Kwame Touré, parce qu'il croyait que les personnes d'ascendance africaine devaient s'unir dans leur lutte pour l'égalité. Il a également inspiré de jeunes dirigeants sur le continent, des hommes comme Tom Mboya qui a dirigé le mouvement syndical au Kenya, et Patrice Lumumba du Congo. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo sur un père fondateur. À bientôt.